Un dispositif antique, comparable à un ordinateur, est resté immergé et inerte durant des millénaires. Lorsqu'il fut exhumé au début du XXe siècle, on le prit à tort pour un insignifiant assemblage de bois et de métal. Ce n'est qu'après une analyse rigoureuse que la machine d'Anticythère ébranla notre vision des anciens Grecs, ainsi que celle de leur compréhension du ciel. Peut-on véritablement parler d'un ordinateur? Tout dépend de la définition que vous en donnez. L'on sait que le premier appareil mécanique de ce genre fut conçu en 1822, avec pour seule fonction d'assister dans des calculs élémentaires. Le mécanisme d'Anticythère, quant à lui, ne dispose ni d'écran ni de clavier. Il se compose de 3 fragments de bronze finement travaillés, des engrenages, semblables à ceux d'une horloge, et un anneau gradué rappelant un rapporteur. Aucun autre objet comparable ne remonte à une époque aussi reculée. Ce n'est qu'après l'invention des rayons X que les chercheurs purent commencer à percer les secrets de cet artefact. Ils découvrirent bientôt que le mécanisme d'Anticythère servait sans doute à observer la trajectoire des astres. Son fonctionnement reposait sur un réseau complexe de petits engrenages, dissimulés dans un coffret de bois. Non pas pour mesurer l'heure, mais pour anticiper les phénomènes célestes. Il offrait à son utilisateur une vision inédite de la position du Soleil, de la Lune et des planètes à un moment donné. L'actionnement d'un bouton suffisait à le mettre en marche, révélant la danse des corps célestes. L'un des aspects les plus énigmatiques de cet objet est la présence de ces curieux pointeurs planétaires. Aujourd'hui, il est admis que les mouvements des planètes s'expliquent par leur orbite autour du Soleil. Or, certains soutiennent que les astronomes grecs de l'époque n'auraient pas atteint un tel degré de connaissance. Quelques penseurs de la Grèce antique avaient bien formulé l'hypothèse d'un soleil occupant le centre de l'univers connu. Toutefois, cette idée resta marginale. Et pour cause, si la Terre tourne sur elle-même tout en gravitant autour du soleil, pourquoi n'en ressentons-nous aucun mouvement? Il est possible que certaines pièces du mécanisme d'Anticythère reposent encore au fond des eaux, et que d'autres aient disparu à jamais. Dès lors, la finalité de cet instrument pourrait demeurer à jamais hors de notre portée. La version officielle concernant la première pile, elle aurait été inventée aux alentours du XIXe siècle. Ce dispositif reposait sur une alternance de disques de cuivre et de zinc, séparés par un morceau de tissu, le tout plongé dans un composé chimique permettant la conduction électrique. Pourtant, certains archéologues affirment avoir exhumé une pile 10 fois plus ancienne, connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Il se pourrait donc que les prémices de cette technologie aient discrètement traversé les âges sous nos yeux. De prime abord, la pile de Bagdad pourrait aisément passer pour un simple pot d'argile. Ce qui la distingue, ce sont ses composants. Un agencement d'éléments insolites enchâssés les uns dans les autres. En son sein se trouvait un cylindre de cuivre entourant une tige de fer, laquelle aurait traversé le couvercle du vase. L'artiste archéologue à l'origine de cette découverte singulière n'a jamais rédigé de rapport détaillé sur le contexte, le lieu ou les circonstances exactes de sa trouvaille. Toutefois, la théorie la plus répandue voudrait que cet objet ait été mis au jour dans la région de l'actuel Bagdad, en Irak. Un autre point sur lequel la plupart des experts s'entendent, cette batterie remonterait à l'ancienne cité de Ctésiphon. Son âge demeure néanmoins incertain. Certains estiment qu'elle date de plus de 2 millénaires. D'autres lui attribuent une ancienneté d'à peine 14 siècles. Même selon cette estimation la plus récente, elle précède de loin l'invention officielle de la pile électrique, qui ne remonte qu'à quelques centaines d'années. En l'absence de toute archive traitant de l'artefact, il est possible que nous ne découvrions jamais sa fonction. Mais alors, d'où vient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une pile? Cette interprétation repose sur la présence de 2 métaux, au potentiel électrochimique distinct, un principe fondamental dans le fonctionnement des batteries. On a également relevé des indices suggérant que ce récipient contenait autrefois une solution ionique, agissant comme électrolyte, l'élément essentiel au transport du courant électrique dans toute pile. L'analyse des traces de corrosion sur le pot suggère qu'il aurait pu renfermer un liquide proche du vinaigre. Même en admettant qu'il s'agisse bien d'une pile archaïque, elle n'aurait produit qu'un faible courant, 1 volt tout au plus. Les civilisations anciennes ne disposaient ni de téléviseurs, ni d'appareils ménagers, alors pourquoi auraient-elles eu besoin de batteries? De nombreuses théories ont vu le jour. À travers les âges, diverses cultures ont expérimenté les propriétés curatives de l'électricité. Les Grecs, par exemple, apaisaient certaines douleurs en posant des anguilles électriques sur leurs pieds. Une autre hypothèse fascinante avance que ces piles auraient été dissimulées dans des statues afin d'y provoquer un léger bourdonnement, conférant ainsi une aura mystique au rituel spirituel.
Certains suggèrent également que ce dispositif aurait servi au plaquage de métaux, notamment pour dorer des objets, une technique courante chez les bijoutiers d'autrefois. Et s'il ne s'agissait pas d'un générateur d'électricité, peut-être n'était-ce qu'un contenant destiné à protéger des parchemins. Dans ce cas, la tige de fer aurait joué le rôle d'axe, autour duquel on aurait enroulé le manuscrit avant de l'introduire dans le cylindre de cuivre. Dans d'autres régions du globe, c'est une modeste pièce de monnaie qui semble avoir défié les lois du temps. En 1957, un archéologue amateur fit une découverte intrigante dans le Maine états-unien. Un fragment métallique qu'il prit d'abord pour une banale pièce anglaise du XIe siècle. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1978, qu'un magazine local décida de publier un article à son sujet, intitulé « Les Anglais ont-ils été les premiers à découvrir l'Amérique ?» Un expert londonien en numismatique, après un simple coup d'œil, comprit que la pièce n'avait rien d'anglais. Il s'agissait, selon lui, d'un penny scandinave datant de la fin du XIe siècle. Mais comment une monnaie viking aurait-elle pu aboutir dans le Maine? Un spécialiste norvégien, venu examiner la pièce de près au musée d'État du Maine, confirma son authenticité. Le mystère reste entier quant à la façon dont elle y est parvenue. Certains pensent qu'elle aurait circulé de main en main au gré des routes commerciales, jusqu'à atteindre les rivages nord-américains. D'autres évoquent la possibilité d'un ancien peuplement viking encore inconnu. Mais quelques sceptiques soulignent des zones d'ombre. L'homme qui a trouvé la pièce entretenait des relations qui auraient pu lui permettre d'acquérir un penny norrois par des moyens détournés. Il faut aussi rappeler que, durant la même période, de nombreux canulars liés aux Vikings circulaient. Pourtant, l'idée que des navigateurs nordiques aient exploré l'Amérique n'est pas née d'hier. Les sagas islandaises l'évoquent depuis longtemps. Ce n'est qu'à la suite de la mise au jour d'un site archéologique à Terre-Neuve que cette hypothèse commença à être prise au sérieux. Cela dit, cette découverte ne permet toujours pas d'attester l'authenticité de cette fameuse pièce. La ville texane de Rockwall est réputée pour sa scène musicale et son atmosphère conviviale, propice aux familles. Toutefois, elle tire son nom d'une étrange formation géologique encore nimbée de mystère. Sous le sol de cette ville s'étend un assemblage de roches dures, empilées de manière si régulière qu'elles évoquent une imposante muraille minérale. Depuis plus de 150 ans, cette structure énigmatique intrigue et alimente les spéculations. S'agit-il d'un vestige laissé par une civilisation ancienne, témoignage oublié de son savoir-faire? Ou bien est-ce qu'un phénomène naturel, patiemment façonné par les forces telluriques au fil des ères géologiques? Cette formation a été observée en plus d'une dizaine de lieux répartis autour de la ville, aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans leur quête de réponse, les chercheurs ont soumis les pierres formant cette prétendue muraille à divers examens scientifiques. Dès 1901, un géologue avait proposé que l'ensemble n'était qu'une digue de grès née d'un processus naturel. Les recherches menées depuis ont abondé dans ce sens, et des spécialistes de l'Université du Texas à Dallas ont confirmé que ces roches se sont lentement formées sur des millions d'années, à partir de dépôts sédimentaires qui se sont consolidés avec le temps. En dépit de ce consensus, certains persistent à croire que la formation de Rockwall dissimule un autre secret. Depuis des décennies, circulent des récits évoquant des marches, des voûtes, voire de véritables couloirs, appuyés par d'anciens articles de presse et par le folklore local. On affirme y avoir distingué d'étranges gravures, tandis que d'autres prétendent avoir découvert, enchâssés dans la roche, de mystérieux fragments métalliques. L'explication la plus rationnelle voudrait que ces escaliers et ces arches ne soient même que le fruit de fractures naturelles de la roche, générant des formes analogues. Quant aux objets métalliques mentionnés, il s'agirait, selon les scientifiques, de simples concentrations de minéraux riches en fer. Nulle preuve tangible d'une intervention humaine. Que la formation de Rockwall soit l'œuvre de mains anciennes ou une merveille de la géologie, elle demeure un élément emblématique du patrimoine et de l'identité de cette ville. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz,
du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Dikis, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Ferme 6, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard.
Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Akrotiri, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum, le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation.
La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable. Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues sont généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plain-pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible, car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente, fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française. D'une superficie de 163 km², elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste.
Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma. Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant. Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. Tu cours dans la forêt nocturne pendant plus d'1 heure. Tu es plus rapide qu'un guépard. Tu n'es pas fatigué et tu n'as pas froid. Tu entends le déplacement d'une souris entre les racines d'un arbre et tu captes toutes les odeurs de la forêt. Grâce à ta vision nocturne, tu vois un oiseau dans le ciel. Tu peux rester des mois sans nourriture ni eau. Tes branchies te permettent de nager librement sous l'eau. C'est ainsi que l'évolution a créé les humains dans un monde parallèle, des organismes surperformants préparés à tout ce qu'ils pourraient rencontrer dans la nature. Dans notre monde, les choses sont un peu plus compliquées. Nous avons évolué, mais nous ne sommes pas toujours devenus plus forts. Les humains n'ont survécu que parce qu'ils se sont adaptés et ont transformé le monde qui les entoure. Un humain n'a que 32 dents. Lorsqu'elle tombe, elle ne pousse plus. Mais l'évolution ne s'arrête pas. Nos aliments sont devenus plus tendres et plus nutritifs. Tu n'as pas besoin de les mâcher pendant longtemps. Le nouveau régime alimentaire a réduit la mâchoire et agrandi le cerveau. Résultat, il n'y a plus de place pour les 4 dents les plus proches de l'articulation. On les appelle les dents de sagesse. Dans le futur, nous n'aurons que 28 dents. Et même aujourd'hui, 35% des gens n'ont pas de dents de sagesse. Homo sapiens est le seul mammifère à avoir un menton. Il s'agit de la protubérance le long du bord inférieur de la mâchoire. Même nos proches parents, les gorilles et les chimpanzés, ont la mâchoire inclinée vers l'intérieur. Les anthropologues pensent que le menton est le résultat de la réduction du visage humain. Peut-être que dans le passé, le menton soutenait notre puissante mâchoire et renforçait notre force. Au cours de millions d'années d'évolution, le visage a rétréci, mais le menton est resté. Pose ta main sur une surface plane, relie ton annulaire et ton pouce, plie ton poignet et tu verras peut-être le muscle long palmaire. 15% des gens n'ont pas ce muscle. Il n'affecte pas la force de préhension et a aujourd'hui perdu son utilité. Il y a des millions d'années, il permettait à nos ancêtres de grimper adroitement aux arbres. L'évolution nous a privés de cette compétence utile, mais son souvenir est resté en nous. Les chiens, les chevaux, les singes et bien d'autres animaux peuvent bouger leurs oreilles. Cela leur permet de mieux entendre et de communiquer entre eux. Les humains ont un long cou flexible, mais l'évolution les a privés de cette capacité. Pourtant, 20% des humains modernes peuvent le faire. C'est un rappel additionnel d'une époque où nous n'étions pas très différents des autres animaux. 10% des gens ont un tubercule de Darwin dans leur oreille. Dans le passé, nous avions des oreilles pointues ressemblant à celles des macaques modernes, et cette petite bosse en est la preuve. Lorsqu'un manchot empereur fait éclore ses œufs,
ils ne mangent pas pendant 115 jours. Les scorpions peuvent rester sans manger pendant une année entière. L'évolution n'a pas donné aux humains une bosse de graisse semblable à celle des chameaux, ni la capacité d'hiberner comme un ours. Chaque matin, nos ancêtres se réveillaient et luttaient pour leur survie. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour cela. Nous devons donc manger tous les jours. Ce n'est pas très pratique, surtout quand ta nourriture n'est pas vendue dans un supermarché, mais qu'elle court à travers la forêt ou nage dans la rivière. Dans le cerveau humain, à tout moment, 100 milliards de neurones fonctionnent. Grâce à cela, tu as une bonne mémoire et tu peux parler. C'est essentiel pour la survie. Mais un gros cerveau présente un défaut. Pour que les neurones fonctionnent, il a besoin de beaucoup de carburant. Il ne représente que 2,5% du poids du corps, mais consomme 20% de son énergie. En 2 heures de jeu d'échecs, un grand maître brûle 560 calories. Un joueur de tennis professionnel dépensera la même quantité d'énergie en une seule heure. Les gros cerveaux nous rendent faibles. Même un petit chimpanzé est beaucoup plus fort qu'un humain. Pourquoi as-tu besoin de muscles si tu ne te balances plus sur les branches? Mais tu as besoin d'un gros cerveau pour négocier et coopérer avec d'autres personnes. Nous sommes devenus plus faibles et nous aimons de plus en plus nous allonger sur le canapé. C'est une position confortable pour réfléchir. La nuit, nos ancêtres étaient particulièrement vulnérables. Lorsque tu dors dans un nouvel endroit, le côté gauche de ton cerveau est plus éveillé que le droit. Cette réaction du cerveau s'appelle l'effet première nuit. Il s'agit d'une ancienne réaction du corps au danger qui rôdait dans l'obscurité. Il y a 40 à 60 millions d'années, l'évolution nous a donné une autre peur. Nous sommes nés avec la peur d'être mordus par un serpent ou une araignée. Apparemment, ces animaux étaient le principal danger pour les premiers primates. Les anthropologues disent que nous sommes devenus des coureurs il y a 2 millions d'années. Des épaules larges permettent de balancer facilement les bras et de garder l'équilibre. Un ligament spécial s'étend de la colonne vertébrale à l'arrière de la tête. Il stabilise la tête pendant la course. Aucun primate n'a de muscles fessiers puissants. Il ne fonctionne à pleine puissance que lorsque tu cours. L'absence de poils et la présence de 3 millions de glandes sudoripares empêchent notre corps de surchauffer. Les humains sont de parfaits coureurs. Mais l'évolution nous a rendus lents. Tu ne dépasseras jamais un chimpanzé sur une courte distance. Et c'est sans parler des guépards. Ils accélèrent jusqu'à une vitesse incroyable de 113 km/h. Mais presque tous les animaux terrestres sont des sprinteurs et ne courent pas pendant plus de 10 à 15 minutes. A l'inverse, les humains sont adaptés aux longues distances. Marcher sur 2 jambes a aidé nos ancêtres à résoudre de nombreux problèmes. Ils ont libéré leurs mains pour transporter de la nourriture ou des outils. 2 jambes et un dos droit ont rendu nos ancêtres plus grands et encore plus effrayants pour les autres animaux. Lorsque tu te tiens sur 2 jambes, tu aperçois rapidement un tigre à dents de sabre qui t'attend dans les hautes herbes des plaines ou de la savane africaine. Le poids de ton corps est réparti sur seulement 2 membres, et cela a des conséquences. Tu peux tranquillement marcher dans la rue, trébucher et te blesser à cause de cela. Considère que c'est le prix à payer pour la marche debout. Alors pourquoi avons-nous besoin d'orteils? Certainement pas pour les cogner au coin des meubles. Lorsque nos ancêtres vivaient dans les arbres, les orteils les aidaient à s'accrocher aux branches. Imagine que tu puisses travailler sur ton ordinateur, faire des dessins ou préparer des œufs brouillés, tout cela avec tes pieds. Ce serait super, mais l'évolution nous a encore privés de cette aptitude. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les arbres, mais nos pieds sont restés souples. En y réfléchissant bien, les sabots nous conviendraient mieux. Ils sont durables et n'ont pas besoin de chaussures. Mais jusqu'à ce que nous évoluions à nouveau, nos pieds resteront fragiles. Ils ont chacun 26 os, ce qui ne rend pas notre marche ou notre course plus sûre. Tu vas au cinéma, tu prends ton seau de popcorn et tu commences à le grignoter en prévision d'un excellent spectacle. Mais ensuite, tu commences à t'étouffer. Ces quelques minutes de toux et de larmes involontaires semblent durer une éternité. L'humain est le seul mammifère qui peut s'étouffer avec sa nourriture. Nous ne pouvons pas manger et respirer en même temps. La raison en est la structure de notre appareil vocal. Ton larynx se trouve dans ta gorge et c'est grâce à lui que tu peux parler, mais pas en mangeant. La chair de poule, ou horripilation, est le nom du réflexe qui rend ta peau non pas lisse, mais bosselée. Cela se produit lorsque tu as froid ou que tu as peur. Nos ancêtres étaient couverts de poils épais. Quand ils avaient peur, les follicules pileux se soulevaient. Cela les rendait plus grands et menaçants pour les autres animaux. Cette réaction naturelle réchauffait le corps alors que l'air devenait plus froid. Le corps des humains modernes n'a plus de poils longs et épais. Mais si ce film est vraiment effrayant ou si tu as oublié ta veste le soir, la chair de poule apparaît quand même.
Les ours, les hérissons, les chauves-souris, certaines tortues, les poissons et les insectes, toutes ces créatures ont une chose en commun, elles hibernent. Les scientifiques affirment que nos ancêtres étaient aussi sur cette liste. Dans une grotte du nord de l'Espagne, des chercheurs ont trouvé des ossements fossilisés d'humains préhistoriques. L'analyse a montré qu'il y a 500 000 ans, les humains pouvaient passer plusieurs mois à hiberner comme les ours. Grâce à cela, ils ont survécu à la période glaciaire. Nos yeux nous permettent de voir la poussière dans l'air et les énormes montagnes à l'horizon. Nous voyons le monde en couleurs et reconnaissons les visages des autres. Et lorsqu'il fait plus sombre, notre vision s'adapte rapidement aux nouvelles conditions. Mais nous ne voyons pas bien dans l'obscurité. L'évolution ne nous a pas donné la vue d'un tarsier. Ce primate, de la taille d'une batte de baseball, peut parfaitement voir dans l'obscurité. Les tarsiers pourraient facilement attraper un scarabée volant dans la forêt nocturne. Toutefois, tu ne voudrais peut-être pas que tes yeux occupent la majeure partie de ton visage. Et les scarabées ne font pas vraiment partie de tes encas préférés après la tombée de la nuit, si ? Une jeune femme, autrefois éclatante de beauté, fut découverte inhumée avec une immense faucille en travers du cou. Aucun indice de violence ou de crime ne fut relevé. Pourtant, la peur avait manifestement poussé quelqu'un à l'enfermer dans cette tombe, allant jusqu'à attacher un cadenas à l'orteil de son pied gauche. Il souhaitait la maintenir à jamais dans cette sépulture, redoutant qu'elle ne se relève pour assouvir sa vengeance. Une communauté entière se serait liguée contre une jeune femme de moins de 20 ans, estimant qu'elle représentait un péril mortel. Vous voyez où l'on veut en venir ? Testons vos connaissances historiques. Qui, au cours des siècles, a suscité une telle crainte que même sa mort ne suffisait pas à apaiser l'effroi des populations ? Si vous pensez aux sorciers, sorcières et autres vampires, vous avez tout à fait raison. Une petite parenthèse s'impose. Lorsque l'on ne peut pas dominer quelqu'un physiquement, on peut tenter de le faire par des moyens surnaturels. Du moins, c'était une croyance répandue au XVIIe siècle. Outre la faucille et le cadenas, des indices témoignent d'une tentative visant à retourner le cadavre face contre terre. Cet effort a échoué, laissant la colonne vertébrale de la défunte tordue et déformée. En passant, le cadenas n'avait pas nécessairement pour but d'enfermer un vampire, mais était vraisemblablement utilisé comme talisman pour repousser les esprits malveillants. Voilà une manière singulièrement cruelle d'inhumer une personne. Pourtant, ce procédé était courant pour aménager des sépultures dites anti-vampires. Les techniques employées pour empêcher la résurrection de ces créatures étaient particulièrement sophistiquées. Permettez-nous d'introduire un concept. Les tombes anti-vampires, également appelées tombes de revenants, datent de plusieurs millénaires et ont été mises au jour en divers lieux à travers l'Europe. L'Europe, vous avez bien entendu. Avant de vous dire « Mais les vampires, c'est une spécialité roumaine, Dracula et compagnie », Zrenia, laissez-nous vous démontrer le contraire. Ces créatures appartiennent à l'ensemble du folklore européen, ce qui signifie qu'on en trouve des traces dans toute l'Europe. Avec l'établissement de nouvelles colonies en Amérique, les récits de vampires s'y sont également propagés, évoluant jusqu'à finalement donner naissance à la saga Twilight. Ces sépultures dites anti-vampires se distinguent par les précautions visibles prises pour empêcher les défunts de revenir d'entre les morts. On pouvait par exemple placer de lourdes pierres sur les jambes du défunt ou transpercer son corps avec une lance pour l'ancrer au sol. Pour plus de sûreté, on envisageait parfois de séparer la tête du reste du corps. Ainsi, enterrer un corps face contre terre, lui couper la tête ou le maintenir sous une pierre étaient des pratiques courantes pour empêcher une personne perçue comme possédée de quitter sa tombe. Revenons à cette malheureuse jeune femme. Deux archéologues, Dariusz Poliński et Magda Zagrodzka, partenaires en sciences comme dans la vie, ont découvert sa tombe par hasard. Curieusement, ces 200 ciseaux étaient restés intacts. Pourtant, aucune pierre tombale, aucun nom, absolument rien n'indiquait son identité, seulement une tombe isolée sur une colline du nord de la Pologne. Poliński, professeur d'archéologie, et Zagrodzka se sont attelés à reconstituer l'histoire de cette jeune femme qu'ils ont décidé de nommer Zosia. Une datation au carbone a révélé qu'elle avait environ 18 ans lorsqu'elle est décédée, il y a environ 350 ans, à une époque de troubles en Pologne. Peu de documents existent sur ce cimetière, qui semble avoir servi de dernier refuge à des individus vivant en marge de la société. Zosia était-elle une jeune fille pauvre, rejetée par ses pairs en raison de circonstances cruelles ? Pas exactement. En approfondissant leurs recherches, les archéologues ont découvert des indices suggérant qu'elle appartenait à une famille aisée.
Sa sépulture renfermait une coiffe sophistiquée, et la soie fine, ainsi que les fils d'argent et d'or qui l'ornaient, laissaient entendre qu'il s'agissait d'un couvre-chef raffiné. Ces éléments indiquent qu'elle jouissait d'un certain statut ou d'une position privilégiée. La façon dont elle a été enterrée reflétait clairement son statut de marginale au sein du village de Piègne. Sa présence y était peut-être indésirable, ce qui expliquerait l'accusation de vampirisme, renforcée par la manière brutale dont elle a été forcée dans sa tombe et maintenue captive. En étudiant la structure de son crâne et en extrayant l'ADN de ses ossements, les scientifiques ont pu reconstituer une image possible de son visage. Les spécialistes ont patiemment sculpté l'effigie de Zosia en utilisant de l'argile sur un modèle imprimé en 3D de son crâne, une démarche qui s'est avérée profondément émouvante. Ils ont souligné que, bien qu'il réalise souvent des reconstructions faciales, il visait ici également à lui rendre une part de dignité. Grâce à ces 3 techniques, analyse ADN, impression 3D et modelage à l'argile, l'équipe a redonné un visage à Zosia, disparu depuis 4 siècles, mettant ainsi en lumière l'histoire humaine cachée derrière ses croyances surnaturelles. Ironique, n'est-ce pas? D'abord, tout avait été fait pour effacer son visage du souvenir collectif et l'empêcher de revenir un jour. 400 ans plus tard, on s'est employé à la ramener à la vie. Aujourd'hui, son portrait se trouve partout sur Internet. Mais les visages de ceux qui l'ont enterré resteront pour toujours inconnus. Hélas, ce projet de reconstruction ne permet qu'un lien visuel avec Zosia, tandis que son véritable récit demeure un mystère. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les individus perçus comme étant des vampires faisaient l'objet de terribles discriminations. Une rumeur prétendait même que ces créatures affamées enlevèrent des humains pour étancher leur soif. Mais examinons cette idée sous un angle mathématique pour démontrer l'absurdité de cette légende et prouver que Zosia n'en faisait pas partie. En 1600, la population mondiale ne comptait que 537 millions de personnes. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas tout à fait précis, mais ils sont proches de la réalité. Le physicien Kostas Eftimiou a calculé que si un vampire mordait une personne chaque mois, l'humanité aurait disparu en quelques années. Avec une population de départ de 537 millions en 1600 et un seul vampire, ces calculs indiquent qu'il ne resterait plus un seul humain dès juillet 1602. Et pourtant, nous sommes bien là aujourd'hui. Placer une pierre sur un cadavre pour empêcher un vampire de se relever est peut-être une pratique qui vous surprend. Mais il existe aussi de nombreux stéréotypes sur ces créatures que vous connaissez certainement, comme l'utilisation de l'ail ou l'absence de reflets dans les miroirs. Curieusement, bien que ces superstitions reposent sur des croyances infondées, il existe une explication logique à l'association des vampires avec l'ail. Ce dernier contient un composé, la lysine, qui est un puissant antibiotique. Même si les gens de l'époque ignoraient ce qu'était un antibiotique, ils avaient remarqué que l'ail était efficace contre diverses maladies. Ils pensaient également que les vampires naissaient d'un trouble sanguin spécifique, ce qui les amenait à croire que l'ail pouvait les neutraliser. Par ailleurs, il existe réellement une affection sanguine appelée porphyrie, qui donne à ceux qui en souffrent une apparence évoquant celle des vampires. Leur peau est pâle et leurs dents paraissent plus grandes à mesure que leurs gencives se rétractent. De plus, les personnes atteintes de porphyrie ne peuvent pas consommer d'ail, car cela aggrave leur état. Quelle coïncidence fascinante! Une autre superstition, plus récente, concerne l'aversion des vampires pour les miroirs. La première mention connue de cette idée apparaît dans le roman Dracula, publié en 1897. Mais pourquoi un vampire n'aurait-il pas de reflet? C'est assez simple. Avant l'ère du plastique, les miroirs étaient recouverts d'argent, un matériau associé au rejet des forces du mal. L'argent était souvent perçu comme un répulsif contre les esprits malveillants, peut-être à cause de ses propriétés antimicrobiennes. Comme pour l'ail, ses qualités curatives auraient pu inspirer l'idée qu'il effrayait les vampires. Une autre explication possible de cette superstition est que des affections telles que la porphyrie ou la rage, souvent confondues avec le vampirisme, altéraient l'apparence des malades. Ces derniers évitèrent peut-être de se regarder dans un miroir à cause de ces changements, ce qui a pu nourrir l'idée que les vampires fuyaient leur propre reflet. Et si jamais vous croisez un vampire que ces méthodes ne dissuadent pas, voici une astuce supplémentaire, demandez-lui de compter. Cela peut être des grains de riz, des haricots ou même les mailles d'un filet de pêche, si vous en avez un sous la main. Les vampires, paraît-il, sont obsédés par les chiffres, ce qui les détournera de leur objectif jusqu'au lever du soleil.
Et on sait bien que les vampires n'apprécient guère la lumière du jour. Ironiquement, de toutes les marionnettes du 1 rue Sésame, c'est le conte vampire qui nous apprend à compter. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux Chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici 2 étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux Chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors.
On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait? Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits. Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste, jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture.
Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte. En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau, celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres. Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches, et à ce jour, l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat, car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique.
La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposaient d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies. On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs. Mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Okeanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchaient cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cette orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir. Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Ils prévoient de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques.
En 2013, 2 locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau, au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune et reposent à 8 km de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisaient-elles route de Boston vers la région du Mid-Atlantique avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être larguées volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonnés dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F-1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur 5 moteurs F-1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Il consommait 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit 1,5 million de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ 1 an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, il souhaiterait les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan? Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botnie, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à 2 terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes. Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du Golfe, et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde.
Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges, ressemblant à des pavés, ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessèrent de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour? Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époques encore plus reculées? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme d'Anticythère. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmenté, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient difficiles à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze, lesquels suivaient les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas? Au cours de millions d'années, notre planète a beaucoup changé. Période glaciaire, déplacement des plaques tectoniques, inondations planétaires, météorites. Des espèces entières d'animaux sont apparues et ont disparu au fil des millénaires. À un moment donné, nous, les humains, sommes arrivés. Maintenant, imagine un endroit ayant été coupé du reste du monde pendant 5,5 millions d'années, peut-être beaucoup plus longtemps. Un endroit où aucun humain n'avait jamais mis les pieds. En 1986, nous avons découvert ce lieu. C'est la grotte de Movile. Tu te rends à l'aéroport et tu achètes un billet pour la Roumanie. Ensuite, tu loues une voiture et tu roules vers le sud-est. Tu cherches le județ de Constanta, tout près de la mer Noire. Quand ton téléphone te dit que tu es arrivé, tu arrêtes ta voiture et tu regardes autour de toi. Tu es au milieu d'un champ désert, rien d'autre qu'une vaste plaine sans vie. Puis tu l'aperçois, un trou dans le sol. En t'approchant, tu te rends compte qu'il s'agit d'un puits qui mène dans les profondeurs de la croûte terrestre. Avant de descendre dans l'obscurité, tu prends une corde, un casque, une puissante lampe de poche et une bonbonne d'oxygène. N'oublie pas de porter ta combinaison protectrice et ton masque à oxygène. Tu descends lentement en regardant autour de toi. L'obscurité est totale au-dessous et tu es un peu nerveux. Et puis quelque chose cloche. Il fait noir, mais il ne fait pas froid. De l'air chaud remonte de l'abîme. Finalement, tu sens le sol sous tes pieds. Tu regardes alentour et tu remarques un grand nombre de tunnels devant toi. Ils mènent dans les profondeurs de la grotte et ils sont recouverts d'argile sèche. En avançant à quatre pattes, tu t'aperçois de quelque chose. L'air est de plus en plus chaud et humide. Tu ressors d'un tunnel étroit et tu te retrouves dans une immense grotte dont le sol est occupé par un lac. Maintenant, le plus difficile t'attend. Tu dois plonger. Dès que tu entres dans l'eau, tu sens une terrible odeur d'œuf pourri. Tu viens de pénétrer dans de l'eau sulfureuse et l'odeur du sulfure d'hydrogène est omniprésente. Ce n'est pas tout. La grotte est également remplie de dioxyde de carbone. L'air normal à la surface est composé d'environ 20% d'oxygène, mais ici, il n'y en a que 10%. Tu ne pourrais pas survivre sans ton précieux réservoir d'oxygène, et tous ces autres gaz te donnent un terrible mal de tête. Tu allumes ta lampe de poche à pleine puissance et tu plonges sous l'eau. Il te faut traverser toutes ces failles étroites. Il y en a beaucoup, c'est un véritable labyrinthe aquatique. Tu es un peu inquiet, mais ta bouteille d'oxygène est encore assez pleine. Tu te faufiles à travers les failles et tu trouves enfin une zone ouverte.
tu te figes. En haut, en bas, partout, tu entends des créatures ramper. Le faisceau de ta lampe de poche éclaire des milliers d'insectes rapides et glissants. Cette grotte contient 48 espèces différentes, dont 33 nous sont totalement inconnues. D'étranges escargots blancs rampent le long des parois et des crevettes transparentes ainsi que de petites sangsues nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec de très longues antennes et des araignées transparentes traînent sous tes pieds. Il y a même 2 espèces de scorpions, comme si tu n'avais pas déjà assez peur. Des scorpions d'eau et une autre espèce non encore identifiée. Ce n'est pas exactement un scorpion du désert typique. En fait, rien ici ne semble normal. Toutes les créatures que tu vois sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, juste de longues pattes et des antennes qui les aident à s'orienter dans les eaux obscures. C'est un véritable paradis pour réalisateurs de science-fiction, on ne pourrait pas inventer plus étrange. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins il y a d'oxygène. Et étonnamment, il y a de plus en plus de ces petits monstres qui courent partout. L'air n'est plus que méthane et dioxyde de carbone. Ces petites créatures étranges n'ont jamais vu le soleil, elles ne sont jamais sorties de cette grotte. Les araignées, les scorpions et les sangsues connaissent la faim, n'est-ce pas? Ils se nourrissent de petits animaux, d'escargots et de vers. Mais que mangent les plus petites créatures? C'est alors que tu remarques quelque chose de très étrange à la surface de l'eau. Il y a une substance blanche qui ressemble à de la mousse. Tu la touches avec précaution, c'est comme du papier toilette humide, ça se déchire au moindre contact. Mais ce n'est pas de la mousse ni du papier, ce sont des milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Ces bactéries fabriquent de la nourriture à partir du dioxyde de carbone, mais ce n'est pas dans l'air qu'elles le puisent comme les plantes et les arbres. Elles utilisent l'eau, on appelle ça la chimiosynthèse. Ces minuscules bactéries excrètent leur nourriture inutilisée, que de plus grosses bactéries viennent ensuite manger. Après ça, les petits escargots et les vers mangent les grosses bactéries, tout un cycle alimentaire farfelu et unique au fond d'une grotte perdue en Roumanie. C'est la raison pour laquelle tu portes cette combinaison et ce masque de protection. Ce n'est pas seulement pour ton confort et ta sécurité. Sans la combinaison, tu pourrais accidentellement laisser derrière toi des bactéries humaines provenant de ta peau par exemple. Cela pourrait compromettre le délicat équilibre biologique de ce monde immergé. Cette grotte est trop petite et dangereuse pour y transporter du matériel de recherche coûteux. Alors tu prends quelques échantillons d'eau, de terre et d'air et tu en ressors le plus vite possible. La grotte n'a pas encore été entièrement explorée et les autorités roumaines n'autorisent pas n'importe qui à y faire de la plongée. Nous verrons dans quelques années. Qui sait ce qu'on y trouvera d'autre? Tu es de retour dans ton laboratoire moderne et tu commences à comprendre pourquoi cette grotte est si importante. Les conditions à Movillé sont quasiment les mêmes que dans les premières années d'existence de la Terre. À l'époque, notre monde était protégé du soleil par une atmosphère très dense. Il est possible que les microbes qui se trouvent dans la grotte soient les mêmes que ceux qui étaient présents à l'époque où la vie a commencé. Ces bactéries pourraient s'avérer incroyablement utiles. Elles oxydent les gaz dangereux, le méthane et le dioxyde de carbone. En gros, elles les rendent inoffensifs. Merci les gars. La grotte de Movillé n'est pas le seul endroit sur Terre où la vie trouve encore un moyen de subsister et de s'épanouir dans des conditions extrêmes. Visualise la tour Eiffel à Paris. Maintenant, multiplie-la par 10 et mets toutes ces tours les unes sur les autres. Imagine-toi maintenant en train de faire un trou à cette profondeur. Tu as compris? La vie continue même dans ces abîmes. Il n'y a presque pas d'oxygène, la pression est incroyablement élevée et il fait plus chaud que dans le désert le plus chaud. Bienvenue dans l'empire des nématodes. Les nématodes sont des vers et ils sont extrêmement résistants. Quand il n'y a pas d'air, pas de nourriture ou qu'il fait trop chaud, ils se transforment. C'est ce qu'on appelle le stade d'Auer. C'est un état de stase, d'hibernation profonde. Le métabolisme des vers ralentit. C'est comme s'ils s'endormaient pendant longtemps et ne se réveillaient que lorsqu'il y avait assez d'air ou de nourriture, ou lorsqu'il faisait assez frais. Et tu n'as pas besoin de creuser aussi profondément pour trouver ces créatures. On rencontre des nématodes partout dans le monde. Ils vivent dans les sources chaudes, dans les déserts, dans les montagnes, dans le froid de l'Antarctique, à l'intérieur des animaux et même à l'intérieur du corps humain. Inutile de te rendre sur Mars pour découvrir des paysages extraordinaires. Il existe des endroits sur Terre proprement fantastiques. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est l'un des endroits les plus chauds, les plus secs et les plus inaccessibles au monde. C'est un grand désert qui ne reçoit presque pas de pluie, mais le liquide n'en est pas moins abondant. Ce site repose sur 2 volcans actifs et du magma liquide jaillit souvent de la croûte terrestre. On y trouve également des lacs colorés remplis d'eau acide.
Le sel des lacs se mêle aux minéraux volcaniques pour créer d'étranges figures qu'on dirait sorties d'un décor de film de science-fiction. Des gaz toxiques et des vapeurs de chlore se dégagent des lacs, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du monde. Il te faudra un masque à gaz pour y survivre, mais la vie trouve toujours un chemin. Il y a des êtres vivants ici, même dans ces lacs si chauds que l'eau acide bout littéralement. Les microbes vivent heureux dans ces lacs et dans les roches environnantes. Est-ce que d'autres créatures pourraient survivre ici? Qui sait? Tu trouveras une autre créature très résistante dans le désert de Lut, en Iran. On vient y découvrir un nouveau type de crustacés très particulier. Ces animaux vivent dans les petits lacs qui se forment de temps en temps grâce aux pluies du désert. Cette espèce peut survivre pendant des décennies parmi les sédiments secs, dans l'attente d'un tout petit peu d'eau. Ce sont donc toutes de très petites formes de vie. Et les véritables monstres, demandes-tu? Des scientifiques viennent d'en découvrir au large de l'Antarctique. Des araignées de mer immenses, d'énormes étoiles de mer, des choses transparentes qui ressemblent à des crevettes. En un seul mois, les chercheurs ont découvert environ 30 000 créatures marines dont un grand nombre nous était inconnu. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Le Canada est connu pour ses montagnes enneigées, ses immenses forêts, ses lacs, ses habitants chaleureux et son délicieux sirop d'érable. Eh bien, on peut ajouter une autre chose à la liste. On y trouve la plus ancienne eau du monde. En 2016, des chercheurs ont foré à une profondeur de 3 km et ont trouvé une ancienne poche d'eau dans la mine de Kidd, en Ontario. Cette eau serait âgée d'au moins 2 milliards d'années. Cette eau se trouvait dans l'une des cavernes les plus profondes du sol canadien, qui compte plus de 3 millions de kilomètres carrés. Géologiquement, c'est l'un des plus grands boucliers continentaux du monde. La région subit une très faible activité tectonique, ce qui explique peut-être pourquoi cette eau est restée intacte aussi longtemps. Des scientifiques ont analysé cette eau et y ont trouvé des gaz dissous d'hélium, d'argon, de xénon et de néon. Il y avait même des traces de microbes datant de plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'une découverte importante, qui permet aux scientifiques de remonter le temps jusque très loin. Si l'on peut trouver de l'eau pouvant accueillir la vie à plusieurs kilomètres sous la Terre, il est possible de trouver la même chose sur d'autres planètes comme Mars, Saturne et les lunes de Jupiter. Le point Nemo est le point le plus éloigné de toutes les terres. On l'appelle aussi point océanique d'inaccessibilité. Il est si éloigné de la Terre que les humains qui s'en approchent le plus sont en fait les astronautes. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une distance d'environ 400 km, alors que l'endroit habité sur Terre le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2687 km, et ce, quelle que soit la direction. Comme son nom officiel est un peu long, il a été surnommé Point Nemo en référence au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Nemo signifie « personne » en latin, ce qui convient parfaitement à cette région du globe. La forêt tordue se trouve à Gryfino, en Pologne. Il s'agit d'un groupe d'environ 400 pins au tronc courbé qui ont été plantés dans les années 30. Ils penchent vers le nord à un angle de 90 degrés à partir de la base de l'arbre, puis font demi-tour pour finir par remonter droit vers le ciel. Ces étranges courbes mesurent de 90 cm à 2,70 m, mais les arbres sont en bonne santé et beaucoup atteignent même près de 15 mètres de hauteur. Ces pins tordus sont entourés d'une plus grande forêt de pins tout à fait normaux. Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle ils sont tordus ainsi. Les théories concernant cette étrange croissance vont des conditions météorologiques à l'intervention humaine, mais personne n'est vraiment sûr. La rivière Hamza est l'une des plus longues et des plus larges rivières au monde et elle se trouve juste au-dessous du fleuve Amazon. À une profondeur de 4 km, cette rivière coule à peine plus vite qu'un filet d'eau par rapport au fleuve gigantesque qui la surplombe. L'Amazone se déverse dans l'Atlantique à raison d'un débit d'environ 133 millions de litres par seconde, tandis que l'Hamza ne parvient qu'à 3,8 millions de litres par seconde. De longueur à peu près égale à celle de l'Amazone, soit environ 6000 km, c'est sa largeur qui a stupéfié le monde scientifique. Elle mesure entre 200 et 400 km, alors que l'Amazone atteint 100 km de large au maximum. La grotte des cristaux a été découverte en 2000 lorsque des mineurs ont drainé l'eau d'une mine de zinc dans l'état de Chihuahua au Mexique. On a alors découvert une grotte enchanteresse remplie de cristaux de gypse colossaux qui mesuraient plus de 10 mètres de long et presque 1 mètre de large. Ils étaient si purs que les scientifiques étaient incapables de déterminer leur âge. Mais les chercheurs pensent avoir découvert un échantillon de bactéries vieilles de 50 000 ans à l'intérieur de l'un de ces cristaux.
Également connue sous le nom de rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales est l'une des merveilles naturelles de Colombie. C'est un ensemble de chutes d'eau, de bassins et de cavernes, mais la rivière elle-même est la véritable star. Chaque année, entre juin et novembre, la rivière hypnotise ses spectateurs avec des nuances de jaune, vert, bleu, noir et rouge, créant un véritable arc-en-ciel liquide. Ce phénomène est dû à une plante rouge qui pousse dans la rivière. Les autres couleurs viennent des roches noires, des algues vertes, de l'eau cristalline et du sable jaune. Les couleurs changent chaque année en raison de la croissance de la plante, due aux précipitations, à la température et à la lumière du soleil. Le reste de l'année, cette rivière est juste verte. Des scientifiques d'Hawaï ont découvert que les algues rouges produisent des sons dans l'eau située autour des récifs coralliens. On pensait que ce bruit provenait des crevettes jusqu'à ce que les chercheurs fassent le lien avec la présence d'algues et se mettent à observer des bulles. Lorsque ces algues utilisent la photosynthèse pour se nourrir, elles produisent de minuscules bulles qui s'accumulent sur leur surface. Lorsque ces bulles se détachent, elles émettent un son. Les récifs peuvent être étouffés s'ils sont recouverts par trop d'algues. Le fait de découvrir que la photosynthèse produit un son pourrait aider à la préservation des récifs, car les algues pourraient fournir une alerte précoce aux scientifiques afin qu'ils puissent empêcher l'envahissement des zones vulnérables. Après les fortes pluies et l'activité sismique qui ont frappé la vallée du Grand Rift au Kenya en mars 2018, une faille s'est ouverte sur le sol, mesurant plusieurs kilomètres de long et plus de 15 mètres de large à certains endroits. Concrètement, elle a déchiré l'Afrique en deux. L'Afrique repose sur 2 plaques continentales, la nubienne et la somalienne. Avec l'activité du manteau terrestre, ces plaques s'écartent les unes des autres et cela crée d'énormes failles que nous voyons parfois à la surface. Il faudra des millions d'années pour que cet immense continent soit réellement coupé en deux. Mais lorsqu'il le sera, un nouvel océan sera créé. L'eucalyptus deglupta, qui pousse dans les forêts tropicales d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, semble tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film fantastique. Pouvant atteindre la hauteur de 76 mètres dans son environnement d'origine, cet arbre unique en son genre a une écorce qui présente des stries vertes, bleues, oranges, violettes et rouges. Lorsque les bandes d'écorce se détachent, les couleurs de l'arbre changent et l'écorce interne vert vif est révélée. Au large de l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a une vue spectaculaire qui vaut vraiment la peine de faire un tour en avion. Ce qui ressemble à une chute d'eau sous-marine est en fait du sable provenant des côtes qui est poussé par les courants océaniques depuis une plateforme côtière et qui tombe dans les profondeurs de l'océan à l'extrémité sud de l'île. Les fonds marins situés autour des îles atteignent généralement 8 à 150 mètres de profondeur, mais ici, ce creux descend sur plusieurs kilomètres, créant l'illusion d'une cascade. Ce plateau océanique n'existait pas il y a quelques millions d'années et il est apparu assez récemment. Les arbres marcheurs de l'Amazonie représentent l'une des manières les plus singulières utilisées par les plantes pour se déplacer et atteindre l'endroit parfait afin de se développer. Ils laissent leurs nouvelles racines remplacer les anciennes, marchant littéralement à la recherche de plus de lumière. Au fur et à mesure que ces nouvelles racines s'enfoncent dans le sol, l'arbre se penche vers elles et abandonne lentement ses anciennes. Ce voyage vers un meilleur endroit peut prendre du temps, car ces arbres ne se déplacent que de 2 cm par jour, ce qui fait quand même plusieurs mètres par an. Tu imagines ça dans ton jardin? Tu plantes un arbre là, et l'année d'après, il est tout là-bas. Dans le sud du Costa Rica, 300 boules de pierre sont disséminées dans la forêt. Certaines pèsent autant qu'une boule de bowling, mais d'autres peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Leur utilité et la façon dont elles ont été créées nous échappent encore. Découvertes dans les années 30, beaucoup d'entre elles ont été déplacées et transportées dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a commencé à préserver le site. Si ces pierres restent un mystère, les archéologues savent qu'elles sont faites de granodiorite, une roche semblable au granit. Si elles ont été sculptées par une quelconque civilisation, leur forme sphérique quasi parfaite a dû être obtenue par burinage au moyen de petites pierres. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un endroit qui semble appartenir à une autre planète. Avec ses bassins de lave, ses sources chaudes aux couleurs fluo et ses vastes étendues de sel, elle enregistre une température moyenne annuelle de 34,4 degrés Celsius. Des gaz toxiques couvrent la région car ses sources chaudes sont remplies d'acide. Pire encore, elle ne reçoit pas plus de 10 cm de précipitations annuelles. C'est aussi l'un des endroits les plus bas de la planète, à 125 mètres sous le niveau de la mer. Pas étonnant que ce soit l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète. Il fait sombre et chaud, et il est difficile de respirer profondément sous terre dans la mine de Karove, au cœur du Botswana.
Votre quart de travail a commencé il y a déjà plusieurs heures, et pourtant, le caillou que vous tenez entre vos mains ne semble pas prometteur. D'un autre côté, il y a une infime chance que ce soit le plus gros diamant que vous ayez jamais trouvé. Vous décidez d'en informer vos patrons canadiens de Lucara Diamond Corp. Et bingo! La pierre que vous avez trouvée s'avère être un diamant époustouflant de 2492 carats, le deuxième plus gros jamais découvert. Or, la taille moyenne des bagues de fiançailles est d'1,7 carat. Cela signifie que ce seul diamant pourrait suffire à fournir des bagues à plus de 1465 mariés. Vous pouvez comparer la taille de cette pierre précieuse à celle d'un poing. Et le poids de ce joyau inestimable dépasse les 400 grammes. Sa valeur n'a pas encore été déterminée. Mais pourquoi ne pas faire quelques suppositions? Ainsi, un autre diamant de la même mine, qui porte le nom de Constellation, a été vendu 63 millions de dollars en 2016. Et il ne faisait que 813 carats, soit moins d'un tiers de la taille de ce nouveau diamant. Le seul autre diamant découvert qui soit plus gros est le célèbre diamant Cullinan. Il a été trouvé en Afrique du Sud en 1905 et faisait 3106 carats. Maintenant, calculez combien de bagues de fiançailles nous pourrions en tirer et écrivez le nombre dans les commentaires. Malheureusement, il a ensuite été taillé en plusieurs diamants plus petits, et certains de ces fragments font maintenant partie de la couronne britannique. Fait intéressant, il existait autrefois une pierre encore plus grosse qui ressemblait à un diamant noir appelé Carbonado. Il avait été découvert à la surface du sol au Brésil à la fin des années 1800. Et le plus cool, c'est qu'il pourrait provenir d'une météorite. Le Carbonado Sergio, qui est le nom de la pierre découverte, a été divisé en petits morceaux. Il voulait en faire des mèches de forage industrielles, car c'est l'un des matériaux les plus résistants sur Terre. Ce nouveau diamant a en fait été trouvé à l'aide d'une technologie de pointe. L'entreprise a utilisé un appareil à rayon X appelé Mega Diamond Recovery X-Ray Transmission pour détecter la pierre. Ce n'est pas le premier diamant record que Lucara a trouvé dans la mine de Karowe. En 2019, ils ont découvert le diamant Sewelo, qui faisait 1758 carats. À l'époque, il s'agissait du deuxième plus gros diamant au monde. La marque de luxe Louis Vuitton a ensuite acheté la pierre pour une somme non divulguée. Et avant cela, en 2015, ils ont trouvé le diamant Lesedi Larona dans la même mine. Il faisait 1109 carats et a rapporté 53 millions de dollars à l'entreprise en 2017. Les diamants ne sont pas la seule chose étonnante que l'on peut trouver dans le sol. Plus vous creusez profondément, plus vous avez de chances de découvrir des objets rares, comme un rouge à lèvres ancien par exemple. Il s'agirait du plus vieux rouge à lèvres du monde. Il aurait environ 5000 ans. Ce rouge à lèvres d'un rouge profond a été trouvé dans une fiole en pierre, dans le sud de l'Iran. La fiole a été découverte en 2001, mais il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre de quoi il s'agissait. La raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres moderne en tube. Les gens l'appliquaient probablement avec un pinceau. Les chercheurs sont ravis, car cette découverte pourrait nous donner un aperçu de ce que les femmes de l'âge du bronze faisaient pour se démarquer. Dans les sociétés d'élite, elles appliquaient probablement ce rouge à lèvres pour un effet glamour et afficher leur statut social élevé. Voici maintenant l'histoire de la fiole. Elle provient d'un cimetière du 3e millénaire avant notre ère et est liée à la puissante civilisation mésopotamienne. Cette civilisation était très importante à l'époque. Le cimetière a été découvert après une inondation et, malheureusement, de nombreux objets ont été volés. Mais heureusement, les autorités ont réussi à récupérer cette pièce unique. La fiole a attiré l'attention des scientifiques car elle était différente des autres objets qu'ils avaient retrouvés. Normalement, ils trouvèrent des substances grises et compactes dans des récipients similaires. Mais lorsqu'ils ont ouvert celui-ci, une fine poudre s'est répandue. Elle était de couleur gris-violet foncé, ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Lorsque les chercheurs ont analysé la poudre, ils ont découvert qu'elle était composée d'hématite, ce qui lui donnait cette couleur rouge foncé intense. Elle contenait également d'autres ingrédients, comme des huiles végétales et des cires, ce qui la rendait très similaire à ce que l'on trouve dans un rouge à lèvres moderne. Apparemment, à l'âge du bronze, le maquillage était un signe de luxe et de statut social élevé dans cette région. Il était un signe de richesse et de pouvoir, en particulier dans les cercles d'élite. D'ailleurs,
Les chercheurs ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'il s'agit du plus ancien rouge à lèvres au monde. Qui sait? Quelque chose de plus ancien pourrait apparaître un jour. Et si on allait en Bulgarie tout de suite pour faire des fouilles? Ah, attendez. Pas besoin de prendre une pelle et de vous salir les mains. Une découverte incroyable vous attend déjà. Là-bas, ils ont trouvé une grande statue en marbre. Elle mesure près de 2 mètres de haut, qui pourrait représenter Hermès, une divinité grecque. Mais le plus fou, c'est qu'elle a été enterrée dans un ancien égout pendant environ 2000 ans. La statue est en très bon état, surtout la tête, qui est super bien conservée. Il y a quelques fissures au niveau des mains, mais dans l'ensemble, elle se trouve dans un état incroyable, selon le directeur scientifique des fouilles. Voici comment ils ont trouvé la statue. L'équipe effectuait des fouilles de routine dans le sud-ouest de la Bulgarie, près de la frontière grecque. Cette région faisait autrefois partie de l'ancienne ville d'Hérakléa Sintika, qui remonte au IVe siècle avant notre ère. En creusant, les chercheurs sont tombés sur le pied en marbre de la statue. À partir de là, ils ont soigneusement mis au jour le reste de la statue. Ce fut une véritable surprise pour eux, car ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de ce genre. En ce moment, l'équipe s'efforce de retirer la statue des égouts sans l'endommager. Elle est très lourde. Ils utilisent donc une grue pour la soulever, et puis ils la transporteront au musée d'histoire de Petrec. Une fois restaurée, ils prévoient de l'exposer. Les experts sont très enthousiastes. Cette découverte pourrait nous en apprendre beaucoup sur la culture de Hérakléa Sintika, qui n'est pas un site antique très connu. Maintenant, si vous rêvez de faire des découvertes comme celle-ci mais que vous n'avez pas de diplôme, ne vous découragez pas. Même un amateur peut faire une découverte scientifique. Par exemple, vous pourriez trouver un dodécaèdre romain. C'est un objet métallique étrange et mystérieux à 12 faces, de la taille d'un pamplemousse. Et personne ne sait vraiment à quoi il servait. Les historiens se creusent la tête à ce sujet depuis des siècles. Ce dodécaèdre a été découvert l'été dernier dans le champ d'un agriculteur près de Norton Disney, à environ 56 km au sud-est de Sheffield. Un groupe de bénévoles avait déjà trouvé des pièces de monnaie et des broches romaines dans la région, et savait donc que le champ pouvait receler d'autres trésors. Une étude géophysique avait révélé des zones souterraines où le champ magnétique terrestre était perturbé, ce qui indiquait que quelque chose pouvait être caché. L'équipe a commencé à creuser des tranchées au cours d'une fouille de 2 semaines. L'avant-dernier jour, dans la tranchée 4, quelqu'un repéra le dodécaèdre. Richard Parker, le secrétaire du groupe, se trouvait non loin, occupé à faire du thé lorsqu'il entendit un cri. Ils étaient tous sous le choc car ils n'avaient pas trouvé beaucoup de métal, et puis, boum, cet objet impressionnant a fait son apparition. Ce qui est encore plus cool avec ce dodécaèdre, c'est qu'il est complet, ce qui est rare. La plupart de ceux qu'on avait découverts étaient cassés ou incomplets. De plus, il est plus grand que les autres. Les dodécaèdres romains peuvent être aussi petits qu'une balle de golf, mais celui-ci fait plutôt penser à un pamplemousse. Aujourd'hui, il est exposé dans un musée local. Jusqu'à présent, plus de 100 dodécaèdres ont été découverts dans le nord-ouest de l'Europe, principalement dans d'anciens territoires romains, comme les régions gallo-romaines. Ils datent d'une période comprise entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Chacun d'entre eux est constitué d'une coque métallique creuse, généralement en bronze. Il comporte 12 faces avec des trous de taille différentes sur chaque face. Autour des trous, des anneaux concentriques sont gravés dans le métal, et à chaque angle où les faces se rejoignent se trouve un petit tenon. Ils ne portent aucune inscription et ne sont mentionnés nulle part dans les textes romains. C'est pourquoi personne ne sait à quoi servaient ces dodécaèdres. Il existe de nombreuses théories. Il pouvait s'agir de jouets, de dés, de têtes de massue, ou même d'outils de mesure des distances dans l'artillerie romaine. Certains pensent même qu'on s'en servait pour tricoter des gants, ou même pour calculer les dates à l'aide des étoiles. Mais la plupart de ces idées ne sont pas vraiment fondées. Le mystère reste donc entier.